jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16 et mon invité c'est donc Xavier Jaravel, lauréat il y a quelques minutes du prix du meilleur jeune économiste de France, attribué par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. On vous avez reçu il y a quelques semaines déjà, mais là ça valait la peine parce que vous êtes donc on décerne vos travaux, notamment parce que ce qui est intéressant c'est que vous utilisez les données microéconomiques pour en faire pour en tirer des conclusions macro-éco. Et on va être très concret ce matin avec vous, si vous voulez bien. On va prendre des exemples très concrets. Par exemple, l'inflation. Vous nous dites, aux États-Unis, prendre un chiffre global de l'inflation, c'est trompeur, parce que l'inflation est plus élevée pour les plus pauvres. Expliquez-nous. Voilà, exactement. Et d'abord, juste un mot pour dire que c'est un prix qui, en fait, avant tout, récompense un travail d'équipe. La recherche moderne, c'est vraiment un travail collectif, itératif. Et donc, pour venir à votre question donc, sur l'inflation, ce que je regarde, c'est des données micro, comme vous le disiez, pour faire un nouveau diagnostic. Ouais. On est aux États-Unis et je regarde des phénomènes d'inflation qui, en fait, se manifestent à un niveau très détaillé. Par exemple, les produits bio par rapport à d'autres produits d'alimentation. Sur ces produits-là, qui sont achetés par les ménages à plus haut revenu, en fait, l'inflation est relativement faible. Il y a même parfois de la déflation, beaucoup plus faible que l'inflation moyenne. Et en fait, ça, on ne le voit pas quand on regarde des données plus macro sur des grandes catégories de consommation. L'inflation dans l'alimentation, par opposition à l'électronique ou des choses comme ça, il n'y a pas de grande différence entre de groupes de revenus. Et c'est pour ça qu'in fine, on a un chiffre d'inflation. Ouais, c'est ça. Mais on ne devrait pas, parce que quand on utilise les données micro, on change le diagnostic, on voit qu'il y a des différences, et ça importe pour le diagnostic qu'on fait sur l'économie. Et très concrètement, par exemple, aux États-Unis, il y a des dispositifs de lutte contre la pauvreté, comme les food stamps, qui doivent être ajustés pour l'inflation. Si les prix augmentent plus vite, il faut ajuster le dispositif. Et donc, quand on fait ça, en fait, le seuil de pauvreté devrait être ajusté. Il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qu'actuellement, on ne prend pas en compte, qui devraient avoir accès à ces dispositifs. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, la perception par les Français du niveau d'inflation ne correspond pas aux chiffres officiels de l'INSEE. Et vous nous dites, Xavier Jaravel, ce matin, c'est peut-être parce que leur panier individuel, lui, est victime de davantage d'inflation que la moyenne nationale. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'avec les données micro, on peut potentiellement avoir une image plus proche du ressenti des uns et des autres. Il peut y avoir beaucoup d'hétérogénéité. Ah oui. Et dans le cas de la France, d'ailleurs, c'est des études qu'on est en train... On a fait aux États-Unis, là je suis en train de le refaire sur la France avec le Conseil d'analyse économique. Et donc, on aura des résultats pour vous plus définitifs d'ici quelques mois. Mais c'est exactement ça l'idée. Autre sujet tout aussi passionnant, les robots. Vous nous dites, les robots créent des emplois. Alors là, exactement, on a regardé des données en France, là au niveau d'entreprises qui automatisent, et notamment avec des robots. Et résultat qui pour nous était assez surprenant, les entreprises qui automatisent, en fait, augmentent leurs effectifs. En moyenne, créent davantage d'emplois que celles qui automatisent moins. Expliquez-nous pourquoi. Et en fait, c'est un effet de taille de marché. Donc, l'effet auquel on pense peut-être plus naturellement, c'est l'effet de remplacement, de substitution de la machine à l'homme. Mais si vous automatisez, vous devenez plus productif, plus compétitif, vous pouvez augmenter vos parts de marché, donc vous augmentez aussi vos effectifs avec cet effet d'échelle. Et c'est vrai au niveau d'une entreprise, mais aussi au niveau, il se trouve dans les données d'un secteur, c'est-à-dire que les données micro, ça permet de voir ces effets, et c'est aussi ensuite l'enjeu de mes travaux, c'est d'agréger au niveau macro pour voir vraiment la dynamique globale. Et c'est encore vrai au niveau d'un secteur, parce que les parts de marché, on les gagne notamment au détriment des étrangers, des concurrents étrangers. Par exemple, l'Allemagne, c'est un pays qui automatise plus que la France et qui a plus d'emplois industriels. Ça, c'est un bon exemple. Ah, ça fonctionne, votre raisonnement, mais peut-être pas au niveau mondial. Est-ce que vous pourriez dire de la même manière au niveau mondial, plus de robots égale plus d'emplois pour les êtres humains? Alors ça, vous voyez, vous posez la question macro ultime, qui est au niveau mondial. Alors ça, je ne peux pas le faire avec les données micro, mais là, sur la théorie, il y a différents effets. Et ce qu'on a en tête, c'est que ça peut quand même être positif parce que ça crée plus de productivité et après, les emplois peuvent se décaler vers les services. Mais ça, c'est beaucoup plus incertain. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est déjà au niveau d'un secteur, au niveau d'une entreprise. Et ce qu'on dit, c'est que... Vous avez raison, surtout qu'à court et moyen terme, il y a une sorte de compétition entre les États. Et donc, vous nous dites les États et les entreprises qui vont davantage robotiser, elles vont créer davantage d'emplois pour leurs salariés, pour le pays où elles sont. Tout à fait. Et quand on pense ensuite à des outils, par exemple, comme une taxe sur les robots, il faut être prudent parce que si on l'a fait de manière unilatérale, en tout cas, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que les consommateurs vont toujours acheter des produits qui sont faits avec des robots, mais à l'étranger. Donc on perd quand même potentiellement notre emploi ici en France. Alors, autre étude qui m'a intéressé dans vos travaux, qui remet presque en cause, en partie, toutes les théories sur le déterminisme social.
presque Bourdieu, de l'anti-Bourdieu, quelque part, si on tire le fil. Vous dites, en fait, les origines sociales n'expliquent pas les différences de succès, et notamment, si vous êtes dans une famille d'innovateurs, quel que soit peut-être le niveau social, vous avez beaucoup plus de chances de devenir créateur de start-up, de French Tech, que si vous êtes dans une famille, par exemple, de salariés dans de grands groupes industriels. Tout à fait, mais juste du coup, pour être clair, en fait, c'est tout à fait du Bourdieu, c'est pas de l'anti-Bourdieu, c'est-à-dire les origines sociales, c'est important, parce que ce qu'on voit, c'est qu'à performance scolaire égale, les trajectoires individuelles sont très différentes dans les aspirations que les uns et les autres, les buts qu'on se donne, et donc le message global de la reproduction sociale, vous avez raison. Mais je pensais plus je voulais faire de l'anti-Bourdieu primaire parce que c'était plus sur le déterminisme en termes d'argent et de niveau de vie. Vous dites quand vous avez des parents dans leur tête entrepreneur, vous avez 10 fois plus de chances de devenir entrepreneur. Oui, et on va là aussi à un niveau très très micro. C'est-à-dire si vos parents font des semi-modulateurs, vous-même, c'est beaucoup plus probable que vous fassiez plus tard des semi-modulateurs, pas des modulateurs ou des oscillateurs ou des choses qui a priori seraient très très similaires en termes technologiques. Et donc le message global qu'on porte, c'est qu'il y a en fait un grand vivier de talent qui est pas utilisé, et c'est à la fois une mauvaise nouvelle parce qu'on ne l'utilise pas, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça peut être un réservoir de croissance qu'on peut davantage mobiliser. Pourquoi vous dites qu'il y a un réservoir qu'on n'utilise pas ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des performances scolaires égales. Vous avez des gens qui auraient les aptitudes pour se tourner vers les métiers de l'innovation, que ce soit l'entrepreneuriat, mais aussi la recherche qui, in fine, peut conduire à des innovations, aux différentes formes d'innovation, et qui actuellement ne se tournent pas vers ces métiers-là. Et on pense qu'il y a plein de leviers à utiliser, le mentorat, de l'information plus simplement. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous prenez le raisonnement à l'envers, mais vous avez raison, c'est-à-dire que vous dites, en fait, quelle que soit la qualité du parcours, du cursus scolaire et universitaire, il faudrait qu'on enseigne aussi l'envie d'être entrepreneur. Il y a ça. S'il n'est pas acquis grâce aux parents. Exactement, tout à fait. Et vous voyez, on se dit souvent que voilà, ça peut être un effet, mais qu'il est peut-être faible et que c'est un peu un gadget de faire ça. Et nous, notre diagnostic, c'est de dire qu'en fait, non, ça peut être une partie assez centrale de la politique d'innovation. Et actuellement, en France et dans la plupart des pays, la politique d'innovation, c'est des subventions, c'est des incitations financières. Et nous, on dit qu'il y a vraiment une approche à avoir en amont pour combattre ces phénomènes de mimétisme, pour un peu démocratiser l'accès à l'innovation, mais vraiment dans une perspective pour augmenter la croissance potentielle. Et on pense que là, il y a vraiment un enjeu fort. Et il y a des initiatives déjà lancées. Par exemple, récemment, Un jeune, un mentor, qui ne sont pas focalisées sur l'innovation, mais qui pourraient l'être. Et donc, on pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait, même à court terme, en fait. Mais vous avez raison, parce que dans les entrepreneurs qu'on reçoit, notamment dans la French Tech, on voit que souvent, il y a une filiation. C'est-à-dire que c'est parce que ils ont fait leurs études dans un environnement extrêmement stimulant sur le plan entrepreneurial, familial, que eux-mêmes sont dans une démarche entrepreneuriale. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs, The Family, entre autres, où il y a un peu des programmes comme ça, de mentorat. C'est à relativement petite échelle, il n'y a pas de stratégie nationale d'innovation par tous, et donc nous, c'est ça qu'on appelle de nos voeux, en fait. Mais vous montrez aussi que, par exemple, aux États-Unis, si vous êtes né sur la côte Est ou sur la côte Ouest, c'est pas pareil. Exactement, c'est pas pareil. Si vous êtes né à San Francisco, vous êtes plus familier de la tech, et donc même si aujourd'hui vous travaillez à Boston, beaucoup plus probable que vous fassiez encore de la tech. En revanche, si vous avez grandi à Boston, vous restez à Boston, vous serez plus dans les biotech, toutes les innovations médicales, etc. Mais c'est aussi vrai en France. L'Isère, par exemple, région natale, il y a des taux d'innovation beaucoup plus élevés que la Haute-Savoie, par exemple, qui n'est pas si loin. Et donc, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a, même au niveau national, il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres, et donc on peut espérer apprendre de ce qui marche pour ensuite diffuser davantage à d'autres endroits. Et donc ça montre aussi qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas un déterminisme qui doit nous laisser pessimistes, au contraire. Alors, je vous appelle, vous poser des questions macroéconomiques sur la conjoncture, mais je vais quand même le faire, Xavier Jaravel, parce que je le rappelle, pour ceux qui prennent l'antenne, vous êtes désigné depuis quelques minutes le meilleur jeune économiste de France. Est-ce que vous avez vu l'INSEE quand même vendredi, qui a révisé à la baisse la croissance du premier trimestre? C'est plus 0,4, mais moins 0,1. Il y a des difficultés d'approvisionnement qui persistent dans de nombreux secteurs. Tout à l'heure, on recevait les cimentiers, mais on pourrait donner plein d'autres exemples dans les semi-conducteurs ou autres. Est-ce que vous êtes dans vos indicateurs micro, est-ce que vous voyez ces signes de grains de sable possibles? Il me semble que sur ce plan-là, le nerf de la guerre, c'est vraiment la stratégie vaccinale. Ça a plutôt bien marché, donc en fait, il me semble qu'il y a plutôt des raisons d'être optimiste pour le reste de l'année.
Malgré, voilà. évidemment. Malgré, voilà, c'est peut-être des incidents de parcours, mais c'est toujours comme ça. Et après, il y a la question voilà, de la résilience dont on avait parlé, et là, on utilise les données micro pour voir où est-ce qu'il peut y avoir ces tensions, ces vulnérabilités face à des producteurs étrangers notamment. Et ça, on peut aussi y répondre avec les appels à projets du plan de relance qui vont se lancer dans les prochains mois. Une question sur la théorie économique contemporaine. Vous disiez en préambule, quand j'ai annoncé que vous étiez désigné meilleur jeune économiste, vous dites attention, c'est un travail collectif. Qu'est-ce qui distingue justement cette nouvelle approche de l'économie de la précédente, selon vous? Si vous voulez, moi, l'approche que je porte, c'est question macro, données micro, et c'est un va-et-vient entre le raisonnement macroéconomique qui nous donne les questions et potentiellement aussi les mécanismes. On parlait tout à l'heure de l'automatisation, les effets de taille de marché, mais vraiment pour tester tout ça et pour faire un bon diagnostic, il faut les données micro. Et donc c'est vraiment ce va-et-vient entre les deux qui caractérise l'approche que je porte. Et le travail collectif, c'est important dans mon travail, mais plus généralement, la recherche moderne, c'est toujours ça. C'est quelque chose qui est fait à l'international. Mes co-auteurs, ils sont en France, mais ils sont aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Russie. Et puis c'est aussi plus largement, c'est important, je pense, d'intégrer davantage le travail des universitaires, le travail des administrations publiques. C'est aussi à cette échelle-là que du coup, on peut donner de l'effectivité aux résultats qu'on trouve et concrètement faire évoluer les choses. Et sans doute, cette nouvelle mouvance de l'analyse économique, elle est liée au fait qu'il y a de plus en plus de data, de données disponibles, et que en fait votre travail d'économiste, il est comme toujours pour tous les économistes, peut-être que cette école-là encore plus que les autres, basée sur la compilation et le traitement de ces data. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est vraiment ça le point central. C'est-à-dire que ce qui change la donne, c'est pour moi, ce qui a fondé un peu mon agenda de recherche, c'est qu'avec le big data, on peut avoir des données micro, mais qui en fait couvrent l'intégralité de l'économie. Et ça peut être le cas pour les produits, pour mesurer l'inflation, pour les individus, pour mesurer les trajectoires personnelles, par exemple les innovateurs, mais aussi pour les entreprises, mesurer leur automatisation. Et donc avec tout ça, on peut avoir une approche globale de l'économie, s'attaquer aux grandes questions macro, automatisation, innovation, source de croissance, mais en même temps en restant très proche des données, en utilisant les outils sur la causalité. C'est ça qui est vraiment important aussi en économie moderne, qui nous distingue un peu de l'approche purement statistique. C'est vraiment de faire des liens de cause à effet. Et donc l'enjeu de ce que je fais, c'est de rapprocher ces deux mondes, parce que souvent les microéconomistes, ils s'intéressaient pas trop aux questions macro, ils faisaient la causalité, ils faisaient les données micro, mais sans s'attaquer à ces questions-là, qui pour moi sont celles qui m'intéressent le plus, parce que c'est celles qui peuvent aussi ensuite peser sur les dispositifs de politique publique. Merci beaucoup Xavier Jarabel. Merci à vous. Meilleur jeune économiste de France pour l'année 2021. C'est un classement, un palmarès du Cercle des économistes et Le Monde. Merci d'avoir été 10 minutes après cette annonce sur ce plateau.